ce qui était impressionnant, en fait, c'était la vitesse du courant. C'était vraiment... ça faisait un bruit. À ce moment-là, je dormais chez mon papa et donc toutes les heures, il allait regarder la caméra jusqu'à ce que les images soient brouillées. Et donc là, il a crié dans toute la rue qu'il fallait que tout le monde se réveille. Et donc c'est là qu'on a pu voir un petit peu l'ampleur des dégâts. La phase critique inondation a commencé donc la nuit donc, du mardi 13 au mercredi 14, donc pendant la nuit. Dans un premier temps, la mission c'était une espèce de coordination, voir un petit peu ce qui est nécessaire, les forces à mettre en place, les pompiers, les militaires, etc. etc. Nous, on entendait des objets qui venaient cogner dans les pignons, enfin, sur la façade de la maison en fait. On a recueilli des objets d'un peu partout, des meubles, des tables. Donc là, pour moi, ça a été vraiment compliqué. D'ailleurs, j'en ai fait des cauchemars après pendant 3 semaines, toutes les nuits. Je me suis réveillée en hurlant. C'est vrai que sur le moment, c'est très effrayant. Encore maintenant, je veux dire, parfois, quand l'alarme monte très fort, mais on a parfois encore un peu peur. Pendant quelques mois, ces élèves de 5e générale de l'Athénée Royal Rochefort-Gemelle, accompagnés par le CIDJ Rochefort, se sont embarqués dans un projet de journalisme citoyen dont le sujet serait l'aménagement du territoire au sens large, mais qui reviendrait plus particulièrement sur les inondations catastrophiques de juillet 2021. Pour ce faire, ils ont découvert les différentes facettes du métier de reporter, ses codes et procédés tant théoriques que techniques. Ils ont analysé des œuvres, manié des outils de production et ont également visité les studios de la RTBF à Bruxelles afin de pouvoir à leur tour produire et transmettre de l'information. Les entretiens qui vont suivre ont été planifiés, préparés, menés et enregistrés par les élèves. La veille des inondations, on avait déjà un petit peu senti l'oignon parce qu'on avait été au service technique pour des gens en prévention, remplir des sacs de sable, etc. Et alors les personnes pouvaient venir se servir, mais bon, finalement, ça n'a pas servi à grand-chose. Je me suis réveillé au milieu de la nuit, j'entendais du bruit dehors, les voisins parlaient. Et quand je me suis levé, j'ai vu que ma cave avait été inondée. Donc j'avais en réalité à peu près 60 cm d'eau dans ma cave. Et évidemment, au milieu de la nuit, c'est assez surprenant comme situation. Donc j'ai été voir directement, j'ai relevé mon pyjama, je suis allé dans ma cave et j'ai été voir ce qui se passait. On ne savait pas très bien, donc quand l'alerte a été lancée, on va dire 24 heures avant la crue, parce qu'il y a eu des messages bi-alerte, etc. On savait bien qu'il y avait des masses d'eau relativement importantes qui allaient s'abattre dans des régions bien définies. Les axes d'écoulement ont été relativement étroits, sur une certaine longueur bien entendu, mais relativement étroit. Donc il est tombé des masses d'eau fort importantes, ce qui a fait provoquer des gros débordements. Je me suis absentée de la maison et puis très vite, au fait, mon compagnon m'a appelé en me disant faut que tu rentres, il y a 10 cm d'eau dans la cave, reviens vite. Et bon, et déjà là, ça a commencé assez mal parce qu'au fait, pour revenir d'où j'étais à Marlois. J'ai dû revenir par la route du Gerny et là déjà à certains endroits la circulation était coupée. Et en fait, je ne savais plus rentrer chez moi. Donc, j'ai dû prendre le Ravel en voiture, etc., pour rejoindre mon domicile. Et puis, arrivé sur place, de fait, il y avait de l'eau qui remontait par les caves. Et donc, j'avais mes caves qui commençaient à avoir 5-10 cm d'eau. Jusque-là, rien d'alarmant. Et puis, au fur et à mesure de la journée, ce niveau d'eau est monté. L'axe de pluie qui est tombé, je vais dire, sur la région de Rochefort, donc c'est un axe qui s'étend qui reprend la Ouham et la Lom, puisque Gemelle est à la confluence des deux rivières. Mais il y avait une alerte qui était lancée sur le plateau de Recogne pour la Lom.
on va dire à vol d'oiseau, à 35 km à peu près, de 30-35 km de Jemelle-Rochefort. Une alerte lancée sur le bassin de la Wam. La Wam, à Jemelle, vous voyez un petit peu la volumétrie de ce cours d'eau-là qui est relativement important. Quand vous êtes sur la barrière de Champlon, où il prend sa naissance, je vais dire, c'est un ruisseau qui fait 1,50 m de large. Ça reprend des zones forestières, des zones agricoles, des plateaux versants fort importants. Et au fur et à mesure de la pluviométrie qui tombe dessus, etc., et des vitesses d'écoulement, tout ça, ça gonfle, et puis à un moment donné, ça déborde. Notre maison, enfin le rez-de-chaussée, il y a 5 marches extérieures pour arriver au rez-de-chaussée. Et donc, nous, on n'a eu que les caves, au fait, qui ont été remplies d'eau, mais jusqu'à toucher le plafond des caves. Et puis voilà, on a vécu ça un peu dans le stress. On a tout surélevé à l'intérieur de la maison, en se disant si ça rentre, on prend les devants. Et puis là, vers minuit, 1h du matin, on était claqués. On se dit on va un peu se reposer 2 minutes, une demi-heure sur notre lit à l'étage. Et puis là, à un moment donné, on a entendu du bruit. Enfin, ça s'est vraiment agité. Et au fait, on a un mur au bout de la rue qui a cédé. Et à ce moment-là, on a eu l'eau qui est arrivée par l'avant aussi de la maison, parce qu'au fait, elle est arrivée par les caves et par l'arrière. Et là, on a eu vraiment comme une énorme vague qui est entrée dans la rue. Et alors là, l'eau est montée vraiment à son maximum partout dans la rue. Et donc là, on s'est vite dépêché pour aller bouger nos voitures, au fait, qui n'étaient déjà plus devant chez nous et dans notre garage, qui étaient dans une rue perpendiculaire, et on était les monter plus haut. Et heureusement, parce que quand je suis arrivée à ma voiture, j'étais à 2 cm de la portière, et donc là, sinon, je perdais aussi ma voiture. Fatalement, les pompiers de Rochefort, la zone de Rochefort n'était pas en suffisance, donc il y a eu un appel au secours, entre guillemets, de pompiers qui sont venus. Marche, il s'est occupé parce que Argimont, etc., était aussi sous eau, etc. Donc on a eu plutôt des aides venant du côté de Beaurain, on a eu des pompiers français, par exemple, qui sont venus avec un petit bateau amphibie, avec un moteur relativement puissant pour pouvoir éventuellement aller chercher un peu des gens dans des zones qui étaient inondées, où là, malgré le courant, le matériel de Rochefort n'était pas suffisant, donc il fallait un bateau un peu plus puissant, etc. Donc, je l'ai dit, donc pompiers d'infirmiers, puis les militaires donc, sont arrivés aussi. On était encerclés, donc on ne savait plus bouger. On était encerclés jusqu'à ce que le niveau d'eau redescende, donc à ce moment-là, on ne savait rien faire, au fait. Donc, on a vidé le congélateur, ce qu'on pouvait, et on attendait. Ce qui est marquant, c'est déjà d'être chez soi et de voir passer dans sa rue des divans, des arbres, des poubelles, un peu de tout, des frigos flottants. En tant que citoyen, bien entendu, de premier abord, on se dit, mais enfin, qu'est-ce qui se passe? On n'imagine pas l'ampleur des dégâts. Si, on voit tout ce qui est couvert d'eau. Et puis les dégâts, on les constate, c'est quand l'eau sortir. Et c'est à ce moment-là qu'on se rend compte du désastre finalement pour tout le monde. Les machines à laver, tout. Voilà. Je suis musicien, j'ai une batterie à la cave, tout avait été inondé. Donc voilà, toutes mes machines foreuses, etc., je n'avais plus rien du tout. Les dégâts étaient donc importants? Les dégâts ont été assez importants, oui, évidemment. Heureusement, dans mon malheur, je n'ai eu que les dégâts au sous-sol. Donc je n'ai pas été inondé ni au rez-de-chaussée, ni ailleurs. Le jardin, c'était aussi une catastrophe, puisque ma serre a été complètement inondée. J'avais des animaux, j'ai une tortue qui nageait dans la serre, donc heureusement je pensais qu'elle était morte, mais heureusement je l'ai retrouvée. J'avais aussi un lapin, mon lapin, lui il est resté dans sa cage et il est mort noyé dans sa cage, malheureusement. Ensuite à tout cela, beaucoup de travaux, donc après une équipe de 10 amis sont venus à la maison presque tous les jours pendant une semaine pour du nettoyage. Où tous les jours, on aidait, on faisait chez soi, mais on aidait aussi chez les autres, quoi. Nous, on a eu toute notre allée en gravier pleine de mazout. En fait, ça sentait le mazout dans la rue, mais ça donnait vraiment mal à la tête, quoi. Et donc, nous, on a évacué toutes nos grenailles, etc., d'abord nous-mêmes, à la pioche, à la pelle, dans des brouettes. Et puis, à un moment donné, on a eu des machines bénévoles qui sont venues nous aider à tout racler, mais c'est des tonnes de grenailles, quoi. C'est relativement marquant, parce que moi, je suis citoyen et je suis en même temps un homme politique responsable. Moi, j'ai vu des ménages en pleurs, enfin, j'ai vu des gens complètement désemparés qui ne savaient pas par où commencer le déblaiement. Enfin bon, c'était catastrophique. Et alors moi, comme politique aussi, donc avec la bourgmestre de l'époque, c'était Madame Lulens,
on a dû faire le tour des maisons, entre guillemets, sinistrées, parce qu'il y avait des maisons qui avaient été fortement impactées, etc. On a dû prendre des mesures, on a dû prendre des arrêtés d'inhabitabilité, en disant, voilà, vous avez bien nettoyé votre maison, mais regardez, là, il y a une fissure, etc. Ça risque de tomber, donc il faut échafauder, etc. Donc là, on a dû prendre aussi des arrêtés, et on ne le fait jamais de gaieté et de cœur. Donc certaines personnes ont dû quitter leur logement, ont dû habiter de manière temporaire, soit dans de la famille, soit dans des logements qu'on a mis à disposition. Et alors, il y a eu toute une série d'aides aussi, peut-être plus de manière financière, des petits subsides aux ménages, etc., pour certaines choses qu'ils ont pu racheter et reconstruire chez eux avec des subsides de la commune que nous, on recevait par ailleurs d'autres niveaux de pouvoir. Et on a eu beaucoup d'aides, on a eu des aides de la commune, des pompiers, de la Croix-Rouge, il y a eu beaucoup de choses qui sont mises en place. Et entre nous, en tout cas, ça a soudé vraiment les gens du quartier parce qu'on a vraiment été très solidaires, on a tous été s'aider les uns les autres. Et aussi, il y a eu pas mal d'aides sociales aussi pour tous les sinistrés, au-delà de l'aspect un petit peu matériel, où on avait des équipes mobiles qui passaient dans toutes les zones sinistrées, et alors qu'ils cherchaient à aider et à voir aussi comment est-ce qu'ils pouvaient aider les personnes, et puis à les écouter, etc., par rapport à la situation qu'ils avaient vécue. Et vous avez été indemnisé pratiquement après, une semaine ou 2 semaines après ou Non, ça, il a fallu quand même pas mal de temps avant d'être indemnisé. Donc un expert est venu voir les dégâts réels quelques semaines après, moi, je dirais même presque un mois après. Et voilà, donc l'indemnité n'est seulement arrivée que, je dirais bien 3 mois après. Heureusement, on était assurés pour le bâtiment. Donc là, les assurances sont intervenues. Par contre, comme je vivais là depuis peu, je n'avais pas une assurance pour le contenu de ma maison. Donc tout ce qui était au garage, tout ça a été perdu. Et donc on a fait intervenir le fonds des calamités qui, lui, est intervenu par la suite pour le reste, pour le contenu de la maison. Alors tous les jardins, évidemment, vous imaginez, le jardin, les murs extérieurs, tout ça a été abîmé au fait. Tout a été vraiment saccagé. Le principal responsable, ça reste l'aménagement du territoire, l'homme qui aménage, l'être humain qui aménage son territoire, qui ne laisse pas assez de place à l'eau, qui imperméabilise les sols, qui favorise l'accélération du ruissellement de l'eau et qui construit dans les zones inondables et qui augmente donc sa vulnérabilité par rapport à un aléa qui existe. Et donc, si on apprend à mieux vivre avec cet aléa, forcément, on peut réduire considérablement le risque derrière. Il y a des choses qui se mettent en place dans la commune, notamment par rapport aux inondations. Il faut savoir qu'il y a un groupe de travail sur l'eau qui travaille à Rochefort, qui regroupe différentes personnes qui travaillent autour de l'eau à Rochefort. Il y a la commune de Rochefort, notamment le contrat de rivière, des entreprises locales qui ont des intérêts par rapport à l'eau. On a un projet qui est de temporiser ces ruissellements, c'est-à-dire d'essayer de les ralentir au maximum. La région Wallonne a mandaté des bureaux d'études extérieures qui sont venus avec des propositions de réaménagement de zones, par exemple. Ce qu'on appelle des ZIT, nous autres en langage un peu usuel, donc zones d'immersion temporaire. Par exemple, sur la zone de Jemelle, les anciens terrains de football avec le terrain de batte-pelote. Donc là, on envisage éventuellement donc la création d'un canal supplémentaire, d'un espèce de canal de dérivation, donc parallèle à la Lomme, qui pourrait absorber une partie du flux. On travaille sur le Gerny, le plateau du Gerny, qui est un grand plateau au nord de Rochefort, avec beaucoup de zones de culture. Et quand il y a des grosses pluies, il y a beaucoup de ruissellement sur ce plateau, sur les routes, etc. Et on travaille ici, dans le vallon qui vient d'Ameren. Il y a beaucoup d'eau qui arrive depuis Ameren, qui vient s'écouler dans l'avenue ici, et derrière les maisons qui se situent ici le long de l'avenue. Donc c'est un risque aussi. Et donc on travaille ensemble à essayer de voir comment est-ce qu'on peut ralentir ces eaux. Plutôt que d'accélérer l'évacuation de l'eau, le mieux c'est d'essayer de l'infiltrer et de la stocker au plus près d'où elle tombe. Et donc ça va être d'aménager l'espace urbain avec
des endroits où l'eau va pouvoir s'infiltrer, va pouvoir se stocker temporairement. Et au plus on va mettre des petits endroits comme ça, nombreux, au plus ils vont devoir infiltrer des quantités faibles d'eau. Et donc, au plus ils vont être efficaces. La gestion sur le long terme, dans le long terme, on y est encore pour ça. Parce que, comme je disais, il y a pas mal de travaux de reconstruction qui prennent énormément de temps. Déjà, on travaille dans une administration publique, donc on est confronté à beaucoup plus de règles que, par exemple, dans le secteur privé. Et donc, les procédures prennent beaucoup plus de temps. Et alors, il y a aussi, évidemment, la gestion de l'argent public, etc., où on doit prendre, évidemment, pas mal de temps et de réflexion avant d'entamer quelque chose. Encore aujourd'hui, on a encore toute une série de choses qu'on est en train de reconstruire et qui nous coûtent énormément d'argent, pour lesquelles aussi on a reçu pas mal de subsides des instances supérieures, type la région wallonne, etc. Mais ça ne suffit pas, il y a des choses comme le parc des Roches, etc., qui ne sont pas toujours subsidiées. Sur le long terme, il y a évidemment plein de choses, entre guillemets, positives qui en sont ressorties. Où on analyse beaucoup plus les enjeux environnementaux dès qu'il y a un nouveau projet, etc. Et alors on essaye de reconstruire avec l'expérience du passé, donc ce qui nous force à réfléchir de manière à ce que nos projets soient de plus en plus résilients. Est-ce qu'un jour on arrivera à les éviter, ces inondations ? Oui, j'en suis persuadé. Le problème d'éviter les inondations, c'est que l'être humain a généralement une mémoire assez courte. Et donc, on est dans le feu de l'action, on met des mesures en place. On va effectivement pas empêcher de construire en zone inondable, mais partiellement. Et on va mettre en place toute une série de mesures. Mais force est de constater que quand on va avancer, petit à petit, les gens vont oublier les grandes inondations de 2021, comme on a oublié celles d'avant. Et donc, on va petit à petit peut-être se dire, on vit sur un territoire limité, la Belgique c'est pas grand, ouais ok cette zone-là, mais ça fait des années qu'il n'y a plus d'inondations là, peut-être que ce serait utile de refaire un zoning là, industriel, hein, parce qu'on a besoin de place. Allez, on va mettre un parking, un Deleuze, des choses comme ça, et puis peut-être que ça se passera dans 20 ans. Et donc le défi c'est de pouvoir garder en mémoire ça. Il y a des actions qui sont faites. Je pense qu'ici, le Contrat Rivière va mettre en place des plaquettes avec les niveaux d'eau qui ont été atteints en guise de souvenir, mais aussi pour se dire, OK, c'est des choses qui arrivent, il ne faut pas l'oublier. Et aussi, il faut qu'il y ait des mesures politiques et législatives, donc des lois qui puissent se suivre dans le temps. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, si on dit, OK, on ne construit pas comme ça, on empêche les gens de faire ça et ça, pour des raisons d'inondation, il faut que dans 10 ans, dans 20 ans, ce soit toujours les mêmes règles et la même manière de réfléchir. Quand j'ai acheté la maison, on m'avait dit ne crois pas que tu seras un jour inondé. La personne à qui j'ai acheté la maison me l'avait dit. On n'a jamais vu ça et ça n'arrivera jamais. Donc moi j'ai acheté là en étant certain que ça n'arriverait jamais. Et pourtant j'avais posé la question.